Idema était une jeune femme dynamique et pleine d'ambition. Comptable dans une entreprise de renom, elle était un exemple de discipline et de dévouement. Chaque matin, elle arrivait au bureau avec un sourire sincère et une énergie contagieuse, prête à affronter les défis de la journée. Ses collègues la respectaient pour sa rigueur professionnelle et sa capacité à trouver des solutions efficaces à des problèmes complexes. Lorsqu'une équipe avait besoin d'un coup de main ou d'un conseil, Idema était toujours prête à aider, ce qui renforçait son image de leader naturel. Dans son quartier, Idema était tout aussi appréciée. Les voisins la voyaient comme une jeune femme exemplaire, un modèle pour les autres jeunes filles en quête d'indépendance et de succès. Son histoire inspirait des conversations admiratives autour des petits commerces et lors des réunions familiales. « Je veux être comme Idema », disaient souvent les jeunes filles à leurs parents. Sa manière de se présenter, toujours soignée et confiante, renforçait cette aura d'admiration autour d'elle. Elle n'était pas seulement un modèle pour ses voisins, mais également une écoute attentive et une source d'encouragement pour ceux qui traversaient des moments difficiles. Malgré son succès et son influence positive, une question revenait souvent dans les conversations qui lui étaient adressées: « Pourquoi n'es-tu toujours pas marié ?» Dans une société où le mariage était souvent perçu comme une étape incontournable pour les jeunes femmes, son statut de femme célibataire était sujet à interrogation. Mais Idema, loin de se laisser déstabiliser, répondait toujours avec une assurance à toute épreuve: « Pour l'instant, je me consacre à ma carrière. » Cette réponse, qu'elle donnait avec un sourire plein de fierté, suscitait autant d'étonnement que d'admiration. Elle avait une vision claire de son avenir et était déterminée à poser des bases solides avant de penser à construire une vie de famille. Cette décision, loin d'être prise à la légère, était le résultat d'une profonde réflexion. Idema savait que se marier ou s'engager dans une relation pouvait apporter son lot de joie, mais aussi de sacrifices. Pour l'instant, elle voulait garder toute son énergie et son attention focalisée sur ses projets professionnels. Elle aspirait à monter les échelons dans son entreprise et à atteindre une position où elle pourrait avoir une influence significative. Chaque soir, elle révisait ses objectifs, travaillant sur ses compétences et cherchant des opportunités d'apprentissage pour élargir ses horizons. Idema était également consciente des attentes culturelles et des pressions sociales liées au mariage. Cependant, elle refusait de se conformer aux normes simplement parce qu'elles étaient imposées. Elle croyait fermement que le bonheur et la réalisation personnelle ne pouvaient être atteints qu'en suivant son propre chemin. Cette conviction lui avait permis de résister à la tentation de se laisser influencer par les opinions extérieures. « Chacun a son moment, et le mien viendra quand je serai prête », se disait-elle souvent. Ses parents, bien qu'un peu inquiets de voir leur fille unique encore célibataire, respectaient sa décision. Sa mère, Neya, était particulièrement fière de voir Idema réussir dans un monde où les femmes devaient souvent travailler 2 fois plus dur pour être reconnues. Elle voyait en sa fille une version accomplie de ce qu'elle avait toujours rêvé d'être, indépendante, forte et respectée. Lorsque les membres de la famille ou les voisins exprimaient leur souci de voir Idema sans mari, Neya répondait simplement: « Elle sait ce qu'elle fait. Laissez-lui le temps. » Cette attitude confiante d'Idema ne signifiait pas qu'elle était insensible à l'idée de l'amour. Au contraire, elle appréciait les histoires romantiques et rêvait parfois de trouver quelqu'un qui comprendrait ses ambitions tout en la soutenant. Mais pour elle, cet amour devait arriver au bon moment, sans compromettre ce qu'elle avait déjà accompli. Elle voyait autour d'elle des femmes qui avaient abandonné leurs rêves pour des relations qui, souvent, ne leur apportaient pas le bonheur espéré. Idema était déterminée à ne pas suivre ce chemin. Chaque dimanche, lorsqu'elle retournait dans son quartier pour participer aux activités communautaires, elle était accueillie avec chaleur par les habitants. Les femmes du quartier, spécialement les mères, voyaient en elle une fierté locale. « Tu es un exemple pour nos enfants », lui disait-elle souvent. Les jeunes, eux, l'interrogeaient sur son travail, curieux de savoir comment elle avait réussi à atteindre une telle position. Idema, toujours disponible, partageait ses expériences et donnait des conseils pratiques sur l'éducation et la carrière. Pour elle, chaque interaction était une opportunité de motiver les autres à poursuivre leurs propres rêves. Sa vie était donc un subtil équilibre entre ses aspirations personnelles et les attentes de ceux qui l'admiraient. Idema savait que la route qu'elle avait choisie n'était pas la plus facile, mais elle était convaincue qu'elle valait la peine d'être parcourue. Elle était une femme moderne, ancrée dans ses valeurs traditionnelles mais tournée vers un avenir où elle serait maîtresse de son destin. Malgré son succès envié et sa carrière florissante, Idema avait un rêve qui lui tenait à cœur: offrir à sa mère, Neya, une nouvelle maison au village. Cette idée, mûrement réfléchie, était motivée par l'amour profond qu'elle portait à celle qui l'avait élevée et soutenue dans ses choix de vie. La maison actuelle de Neya était vieille et délabrée,
une bâtisse qui avait vu des générations passer mais qui, avec le temps, ne tenait plus debout que par habitude. Chaque visite au village rappelait à Idema l'urgence de cette situation. Les murs fissurés, le toit qui laissait passer l'eau de pluie, et les planchers usés étaient autant de témoins de l'usure du temps. Déterminée à réaliser ce projet, Idema avait mobilisé toutes ses ressources. Elle engagea des maçons et des superviseurs locaux pour entamer la construction. Les plans de la maison étaient simples mais fonctionnels, une habitation solide, confortable et moderne, qui reflèterait sa gratitude envers sa mère. Idema ne laissait rien au hasard. Elle envoyait régulièrement de l'argent pour acheter des matériaux de construction et s'assurer que tout était conforme au devis prévu. Cependant, à mesure que les semaines passaient, les travaux avançaient à une lenteur inexplicable. Les maçons semblaient toujours avoir une excuse, des pannes d'équipement, des retards dans la livraison des matériaux ou encore des soucis météorologiques. Pourtant, Idema avait pris soin de choisir des fournisseurs fiables et de prévoir des marges dans son budget pour pallier les imprévus. Cette stagnation lui causait une profonde frustration. Pourquoi les choses n'avançaient pas, alors que j'étais out-planifié, se demandait-elle souvent. La construction, qui était censée être une source de joie, était devenue une source d'angoisse. Lorsqu'elle venait au village pour inspecter le chantier, Idema constatait que peu de progrès avaient été faits. Les fondations étaient à peine terminées, et certaines parties semblaient fragiles, mal faites. Les maçons, interrogés, se montraient vagues dans leurs réponses. Certains évoquaient une fatigue inhabituelle lorsqu'ils travaillaient sur le chantier, d'autres accusaient des contretemps techniques. Rien ne semblait justifier une telle lenteur. Idema, d'habitude si calme, sentit la colère monter en elle. Elle était excédée par ce qu'elle percevait comme un manque de professionnalisme et d'engagement. Neya, de son côté, gardait un optimisme à toute épreuve. Elle voyait dans ce projet un symbole d'espoir, une promesse d'avenir meilleur. Chaque fois qu'Idema exprimait son exaspération, sa mère la rassurait. « Ne t'inquiète pas, ma fille, tout va finir par s'arranger. Dieu est avec toi. » Et, avec un sourire, elle ajoutait souvent, « Quand tu finiras ma maison, tu viendras avec mes petits-enfants. » Cette phrase, prononcée sur un ton à la fois sérieux et taquin, faisait naître en Idema un mélange d'émotion et de culpabilité. Elle savait que sa mère rêvait de la voir mariée et mère, mais pour le moment, elle était pleinement concentrée sur ce projet de maison. Un jour, alors qu'elle était au village pour une visite imprévue, Idema décida d'avoir une discussion franche avec les maçons. Elle se rendit sur le chantier, déterminée à comprendre les raisons profondes des retards. Ce jour-là, une partie du mur en construction s'effondra sous ses yeux, provoquant un choc général. Heureusement, personne ne fut blessé, mais cet incident renforça son sentiment d'impuissance. Pourquoi tout semblait-il aller de travers ? De retour chez sa mère, Idema décida de ne pas la mettre au courant de l'état critique du chantier. Elle préférait lui épargner des soucis inutiles. Mais au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Elle commençait à se demander si les problèmes qu'elle rencontrait étaient dus à autre chose qu'à de simples aléas techniques. Ces douleurs récurrentes à l'arrière de la tête, qu'elle ressentait souvent après ses visites au chantier, l'intriguaient. Ce symptôme inexplicable la plongea dans une spirale de doutes et d'angoisse. Une fois de retour en ville, Idema tenta de reprendre ses activités habituelles, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser au chantier. Elle se mit à consulter ses amis et ses collègues, espérant trouver des conseils ou des solutions. Certains lui proposèrent de changer d'équipe de construction, d'autres d'engager un nouveau superviseur. Mais Idema sentait que le problème était plus profond, qu'il échappait à sa compréhension logique. Malgré tout, elle restait déterminée à mener ce projet à bien. La maison pour sa mère représentait bien plus qu'un simple bâtiment, c'était un acte d'amour, un héritage, et un moyen de rétribuer les sacrifices que Neya avait faits pour elle. Elle savait que, malgré les épreuves, elle finirait par trouver une solution. Et chaque fois qu'elle pensait abandonner, elle se souvenait des mots de sa mère, « Quand tu finiras ma maison, tu viendras avec mes petits-enfants. » Cette phrase, porteuse d'espoir et de rêves partagés, lui redonnait la force de continuer. Lors d'une visite au village, Idema se rend sur le chantier avec un sentiment mélangé de frustration et d'espoir. Elle espère voir des progrès, mais elle redoute également de constater une fois de plus que les travaux n'avancent pas comme prévu. En arrivant, elle remarque immédiatement que les choses semblent à l'arrêt. Les maçons sont rassemblés à l'ombre d'un grand arbre, discutant tranquillement au lieu de travailler. La structure en construction paraît inchangée depuis sa dernière visite. Déterminée à obtenir des réponses, Idema interpelle les ouvriers.
Elle leur demande pourquoi les travaux n'avancent pas et si des problèmes techniques ou logistiques sont en cause. Les maçons, visiblement embarrassés, échangent des regards avant de lui répondre. L'un d'eux, plus audacieux que les autres, explique qu'ils ressentent une fatigue inhabituelle lorsqu'ils travaillent sur le chantier. C'est comme si nos forces étaient drainées, dit-il, les yeux baissés. Un autre ajoute, parfois, nous avons des vertiges, et cela nous empêche de travailler efficacement. Ces explications laissent Idema perplexe. Elle ne sait pas quoi penser de ces affirmations. Une fatigue inexpliquée pourrait être liée à des causes rationnelles, la chaleur accablante, une mauvaise alimentation ou encore un manque de motivation. Mais le ton grave des maçons et leur sincérité apparente lui donnent à réfléchir. Tandis qu'elle tente de rassembler ses pensées, un bruit sourd interrompt brusquement la conversation. Tous les regards se tournent vers la structure en construction. Une partie du mur, fragilisée, s'effondre dans un vacarme assourdissant. Idema recule instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Par miracle, personne n'est blessé. Les ouvriers se précipitent pour évaluer les dégâts. Le silence pesant qui suit l'incident est brisé par les soupirs et les murmures des maçons, visiblement secoués. Pour Idema, cet effondrement est un signe alarmant. Elle ne peut s'empêcher de penser que quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, est à l'œuvre. Après avoir inspecté les dégâts, Idema réalise qu'elle ne peut pas laisser cet incident impuni. Elle décide de ne pas alerter sa mère, Neya, pour ne pas l'inquiéter inutilement. Toutefois, elle rentre chez elle avec un sentiment d'impuissance et de frustration grandissant. De retour en ville, elle tente de reprendre sa routine quotidienne, mais les images de l'effondrement et les paroles des maçons hantent ses pensées. Elle ne peut s'empêcher de repenser à ce qu'ils ont dit, cette fatigue inexplicable, ces vertiges. Y aurait-il une véritable malédiction ou un obstacle surnaturel sur ce chantier? Quelques jours après son retour, Idema commence à ressentir des maux de tête persistants. Ces douleurs, localisées à l'arrière de sa tête, sont à la fois lancinantes et inexplicables. Au début, elle met ses symptômes sur le compte du stress. La pression de son travail, combinée à ses inquiétudes concernant le chantier, pourrait suffire à expliquer son état. Mais avec le temps, ces maux de tête deviennent de plus en plus fréquents et intenses, au point d'entraver son quotidien. Les nuits d'Idema sont agitées. Elle rêve souvent de la maison en construction, des murs qui s'effondrent et des regards inquiets des maçons. Parfois, dans ses rêves, elle entend une voix inconnue lui murmurer des avertissements qu'elle ne parvient pas à comprendre. Ces songes, combinés à ses douleurs physiques, la poussent à envisager des explications moins rationnelles. Et si les problèmes rencontrés sur le chantier n'étaient pas uniquement dus à des facteurs humains ou matériels? Idema décide de partager ses inquiétudes avec quelques amis proches. Certains d'entre eux, sceptiques, tentent de la rassurer. Ils lui conseillent de consulter un médecin pour ses maux de tête et de faire appel à un nouveau chef de chantier pour reprendre les travaux. D'autres, plus superstitieux, lui suggèrent de consulter un marabout ou un prêtre pour enquêter sur une éventuelle malédiction. Ces propositions, bien que diverses, laissent Idema encore plus confuse. Elle ne sait plus à qui se fier ni quelle direction prendre. Un soir, alors qu'elle est seule chez elle, Idema s'assied pour réfléchir calmement. Elle passe en revue tous les événements survenus depuis le début du chantier, la lenteur des travaux, les excuses des maçons, l'effondrement et maintenant ses maux de tête. Une chose est sûre, elle doit agir. Mais comment? Doit-elle s'en tenir à des solutions pragmatiques ou explorer des pistes plus spirituelles? Idema décide alors qu'elle doit aller au fond des choses, quelles qu'en soient les conséquences. Elle est prête à affronter ses peurs et à chercher des réponses, que celles-ci se trouvent dans le monde rationnel ou dans le domaine de l'inexplicable. Car, au fond d'elle, elle sait que l'amour qu'elle porte à sa mère est plus fort que tout obstacle, visible ou invisible. Un jour, alors qu'Idema travaille tranquillement dans son bureau, un homme âgé entre pour effectuer un règlement. L'homme, qui dégage une aura de mystère et de sagesse, attire immédiatement l'attention d'Idema par son allure sereine et son regard perçant. Il salue poliment et lui tend les documents nécessaires pour son paiement. En tant que professionnel, Idema vérifie rapidement les papiers et commence à enregistrer les informations dans le système. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de sentir que cet homme n'est pas tout à fait ordinaire. Alors qu'elle termine la transaction, l'homme l'observe attentivement, un léger sourire sur les lèvres. D'une voix calme mais assurée, il prononce soudain, « Vous semblez porter un fardeau lourd ces derniers temps. Quelque chose vous préoccupe profondément. » Surprise, Idema le regarde avec incrédulité. Elle se dit que c'est une supposition facile à faire, car tout le monde a des problèmes.
Elle répond avec un sourire forcé, « Vous savez, tout le monde a des soucis. » Mais l'homme ne se laisse pas décontenancer. Il poursuit, cette fois avec plus de précision, « Votre problème est lié à une maison, un chantier en construction qui semble stagner. Vous avez investi beaucoup, mais les choses n'avancent pas comme prévu. » Ces mots frappent Idema comme un coup de tonnerre. Comment cet homme peut-il connaître autant de détails sur sa situation? Elle ne l'a jamais vu auparavant, et elle n'a parlé de ses soucis à personne en dehors de son cercle proche. Stupéfaite, elle tente de masquer son trouble en demandant, sur un ton qu'elle veut léger, « Comment pouvez-vous savoir cela ?» L'homme ne répond pas directement. Au lieu de cela, il plonge son regard dans le sien, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. « Ce chantier est important pour vous, dit-il finalement. Mais il est entouré d'énergie négative. Faites attention, car des événements graves pourraient survenir si vous n'intervenez pas. » Ces paroles laissent Idema sans voix. Elle est partagée entre le scepticisme et une curiosité grandissante. D'un côté, elle se dit que cet homme pourrait simplement être un charlatan cherchant à l'impressionner avec des prédictions vagues. Mais d'un autre côté, la précision de ses paroles résonne trop avec sa propre réalité pour qu'elle l'ignore complètement. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'homme ramasse ses papiers, lui adresse un dernier sourire et s'éloigne tranquillement. « Faites attention, jeune femme », lance-t-il en guise d'adieu avant de disparaître par la porte. Idema reste figée pendant quelques instants, son esprit en ébullition. Les paroles de l'homme tournent en boucle dans sa tête. Elle essaie de se convaincre que tout cela n'est qu'une coïncidence, mais une partie d'elle ne peut s'empêcher d'être troublée. Elle retourne à son travail, tentant de se concentrer sur ses tâches quotidiennes. Pourtant, elle se surprend à faire des erreurs, à perdre le fil de ses pensées. Le souvenir de l'homme et de ses paroles refuse de la quitter. Le soir venu, alors qu'elle rentre chez elle, Idema repense à la journée. Elle analyse chaque mot prononcé par l'homme, cherchant une explication rationnelle. Peut-être qu'il l'avait entendu parler de ses soucis à quelqu'un, ou peut-être que son apparence trahissait son stress et ses inquiétudes. Mais aucune de ces hypothèses ne semble satisfaisante. Elle ne se souvient pas avoir discuté de son chantier au bureau, et elle fait toujours de son mieux pour paraître professionnelle et détendue devant ses collègues. Cette nuit-là, ses rêves sont peuplés d'images du chantier, d'effondrements et de figures obscures qu'il observait de loin. Elle se réveille en sursaut, le cœur battant, avec le sentiment que quelque chose d'invisible mais puissant agit contre elle. Le lendemain matin, elle se réveille fatiguée, mais déterminée à ne pas laisser ses pensées irrationnelles prendre le dessus. Pourtant, tout au long de la journée, Idema ne peut s'empêcher de repenser à l'homme. Elle essaie de se rappeler des moindres détails de son visage et de ses paroles. Elle se demande qui il est vraiment et comment il a pu connaître autant de choses sur elle. La curiosité se mêle à une certaine appréhension. Devrait-elle le chercher pour obtenir des explications? Ou serait-il préférable de l'oublier et de se concentrer sur des solutions concrètes pour son chantier? Idema décide finalement de ne parler à personne de cette rencontre, de peur d'être jugée ou moquée. Elle garde tout pour elle, mais elle sait au fond d'elle que cette rencontre ne sera pas la dernière. Quelque chose lui dit que ce vieil homme, avec son aura énigmatique, pourrait détenir des réponses aux mystères qui entourent son chantier. Lors d'une nouvelle visite au village, Idema se rend directement sur le chantier pour voir l'état des travaux. Malgré son appréhension, elle garde l'espoir que les choses aient avancé. Pourtant, ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Les maçons l'informent que le ciment livré pour la construction présente des anomalies étranges, il est inutilisable. Le matériau, censé être de haute qualité, s'effrite au contact de l'eau, devenant poudreux et totalement inapte à toute construction. Nous n'avons jamais vu cela auparavant, explique l'un des maçons, visiblement désemparé. Ses collègues hochent la tête, confirmant que cette situation est aussi incompréhensible qu'inquiétante. Le responsable du chantier ajoute, « Nous avons vérifié plusieurs fois la qualité des sacs de ciment. Ils semblaient normaux à la livraison, mais dès que nous avons commencé à les utiliser, tout s'est gâté. » Intrigué, Idema appelle immédiatement le fournisseur pour demander des explications. Ce dernier, visiblement perplexe, affirme que le ciment livré provenait de leur stock habituel, sans aucun problème signalé par d'autres clients. Il insiste sur le fait que sa société n'a jamais rencontré ce genre d'incident auparavant et propose même de venir sur place pour examiner les sacs. Mais, malgré ses promesses de suivi, Idema reste sceptique et inquiète. Elle sent que quelque chose de plus profond est à l'œuvre ici. Le chantier est de nouveau à l'arrêt, et les maçons, bien que solidaires, commencent à douter de la faisabilité du projet. Pour eux,
ces incidents répétés ne sont pas simplement le fruit du hasard. L'un d'eux murmure, presque à voix basse, il y a peut-être quelque chose qui ne veut pas que cette maison soit construite. Bien que ce commentaire soit dit avec prudence, il résonne dans l'esprit d'Idema. Elle se souvient des événements précédents, la fatigue inexpliquée des ouvriers, l'effondrement partiel du mur, et maintenant cette histoire de ciment inutilisable. Tout cela semble aller au-delà d'une simple suite de malchance. Désemparée, Idema retourne chez sa mère. Cette dernière, heureuse de voir sa fille, tente de la réconforter sans savoir ce qui la tourmente vraiment. Idema, incapable de contenir ses émotions, finit par fondre en larmes. Elle raconte tout à sa mère, les problèmes incessants sur le chantier, le ciment inutilisable, et son sentiment d'impuissance face à une situation qui semble lui échapper. Sa mère l'écoute attentivement, mais au lieu de proposer des solutions pratiques, elle lui parle des anciennes croyances du village. Parfois, ma fille, il y a des forces invisibles qui travaillent contre nous. Peut-être devrais-tu consulter quelqu'un qui s'y connaît en ces choses. Ces paroles ne font qu'alimenter la confusion d'Idema. Elle a toujours été sceptique face aux croyances traditionnelles et préfère s'en tenir à des explications rationnelles. Mais devant l'ampleur des obstacles qu'elle rencontre, elle commence à se demander si elle ne devrait pas envisager d'explorer cette voie. Elle passe une nuit agitée, tiraillée entre son scepticisme et un sentiment croissant de curiosité envers l'inconnu. Le lendemain, Idema prend une décision. Elle doit retrouver le vieil homme qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Cet homme, avec ses prédictions étranges mais étonnamment précises, pourrait détenir des réponses. Elle se souvient de son assurance lorsqu'il avait parlé des problèmes entourant son chantier, et elle se demande s'il avait prévu cette nouvelle catastrophe. Cependant, retrouver cet homme s'avère être un véritable défi. Elle fouille dans ses affaires, cherchant une carte de visite ou un numéro qu'il aurait pu laisser. Rien. Elle interroge ses collègues au bureau pour savoir si quelqu'un se souvient de lui, mais leurs réponses sont vagues. Certains ne se rappellent même pas avoir vu un homme correspondant à cette description. Déterminée, Idema décide d'élargir ses recherches. Elle visite les lieux publics de la ville où elle pense qu'il pourrait se trouver, questionnant des commerçants et des passants. Mais ses efforts restent vains. Chaque soir, elle rentre chez elle encore plus frustrée et inquiète. Le visage du vieil homme hante ses pensées, et elle sent qu'il pourrait être la clé pour débloquer la situation. Un jour, alors qu'elle est sur le point de perdre espoir, elle entend une voix familière à la radio alors qu'elle conduit. Elle reconnaît immédiatement le vieil homme. Il est là, participant à une émission matinale, et parle de spiritualité et de problèmes similaires à ceux qu'elle rencontre. Son cœur s'emballe tandis qu'elle note frénétiquement les coordonnées qu'il donne à l'antenne. Pour la première fois depuis des semaines, Idema ressent une lueur d'espoir. Peut-être que, grâce à lui, elle pourra enfin comprendre ce qui se passe sur son chantier et trouver une solution pour réaliser le rêve de sa mère. Après des jours de recherche intense, Idema parvient enfin à retrouver le vieil homme qui avait semé en elle le doute et l'intrigue. Il se présente cette fois-ci sous un jour différent, il n'est pas un simple homme sage ou intuitif, mais un occultiste reconnu pour ses connaissances des forces invisibles et des pratiques mystiques. Bien que cette révélation la surprenne, Idema se rend compte qu'elle n'a pas d'autre choix que d'écouter. Les incidents sur son chantier, l'étrangeté des événements, et les paroles du vieil homme semblent trop précises pour être ignorées. Lors de leur consultation, l'homme commence par établir une connexion profonde avec Idema. Il lui demande de lui parler de son projet, de ses ambitions et des problèmes rencontrés. Avec une patience infinie, il écoute chaque détail, notant les éléments qu'elle considère comme étranges ou inexplicables. Puis, après un long silence, il la regarde dans les yeux et lui dit d'une voix assurée, « Votre projet est noble, mais il dérange. Ce n'est pas seulement le fruit du hasard si vous rencontrez tant d'obstacles. Ces problèmes sont orchestrés par des membres de votre propre famille. » Ces paroles frappent Idema comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais envisagé que sa propre famille puisse s'opposer à son projet. Le vieil homme continue, « Certains dans votre entourage ne souhaitent pas voir cette maison se construire. Ils y voient une menace pour leur propre statut ou leur propre croyance. Ces personnes ont fait appel à des forces mystiques pour entraver vos efforts. Ce ciment inutilisable, cette fatigue inexplicable des ouvriers, ce sont autant de manifestations de leur influence. » Idema, bien qu'ébranlée, reste sceptique. Toute sa vie, elle a rejeté les croyances traditionnelles et les pratiques occultes, préférant s'appuyer sur la logique et la rationalité. Mais en écoutant les paroles du vieil homme, elle ne peut s'empêcher de se souvenir de tous les incidents étranges qui ont jalonné son projet. La coïncidence semble trop grande pour être ignorée.
Que dois-je faire ? Demande-t-elle finalement, sa voix empreinte d'une combinaison de défiance et de désespoir. Le vieil homme lui explique alors les mesures qu'elle devra prendre pour contrer ses forces. Il commence par lui prescrire des bains purificateurs, à base d'herbes spéciales et d'ingrédients sacrés. Ces bains, explique-t-il, permettront de nettoyer son énergie et de la protéger des influences négatives. Ensuite, il lui recommande de faire un jeûne de plusieurs jours, accompagné de prières spécifiques. Ce jeûne, dit-il, renforcera sa volonté et son esprit, lui permettant de surmonter les attaques mystiques dirigées contre elle. Enfin, il lui remet une série d'artefacts mystiques. Ces objets, soigneusement confectionnés selon des rites ancestraux, doivent être placés discrètement sur le chantier. Ils agiront comme des boucliers, neutralisant les influences néfastes et rétablissant l'équilibre énergétique du lieu. Mais attention, avertit le vieil homme, ces objets doivent être placés à l'abri des regards, à une heure où personne ne peut vous voir. L'aube est le moment idéal. Idema prend les artefacts avec un mélange de gratitude et de réticence. Elle n'est toujours pas certaine de croire à tout cela, mais elle se dit qu'elle n'a rien à perdre. Si ces pratiques peuvent réellement l'aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin, alors elle est prête à essayer. De retour chez elle, Idema se lance dans les rituels prescrits par le vieil homme. Les bains purificateurs, bien qu'inhabituels, lui procurent un sentiment de calme et de renouveau. Le jeûne est plus difficile à supporter, mais elle persévère, convaincue que ces sacrifices sont nécessaires pour atteindre son objectif. Pendant ce temps, elle garde les artefacts en lieu sûr, attendant le moment opportun pour les placer sur le chantier. Quelques jours plus tard, après avoir achevé les rituels, Idema retourne au village avec un nouveau sentiment de détermination. Elle se rend sur le chantier à l'aube, comme le vieil homme le lui a conseillé. L'endroit est silencieux, baignant dans la lumière douce du matin. Elle s'assure que personne ne la voit, puis commence à disposer les artefacts selon les instructions qu'elle a reçues. Chaque objet est placé avec soin, accompagné d'une prière murmurée. Une fois sa mission accomplie, Idema ressent un soulagement qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Bien qu'elle ne sache pas si ces mesures fonctionneront, elle a l'impression d'avoir repris le contrôle de la situation. Alors qu'elle quitte le chantier pour retourner chez sa mère, une pensée traverse son esprit, peut-être que le vieil homme avait raison depuis le début. Peut-être que les forces invisibles qu'elle a toujours ignorées jouent un rôle plus grand qu'elle ne l'imaginait. Ainsi commence une nouvelle étape dans le voyage d'Idema, un voyage qui l'amènera non seulement à réaliser le rêve de sa mère, mais aussi à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde qui l'entoure. Après avoir minutieusement suivi les instructions de l'occultiste, Idema retourne au village avec un sentiment mitigé de soulagement et d'anticipation. Les rituels qu'elle a accomplis, les bains purificateurs, le jeûne, et le placement discret des artefacts sur le chantier semblent avoir eu un effet. En l'espace de quelques jours, elle constate une transformation radicale, les travaux, jusque-là stagnants, reprennent avec une énergie nouvelle. Les maçons, auparavant abattus et fatigués, travaillent avec ardeur, presque comme si un poids invisible avait été levé. Idema se rend chaque matin sur le chantier, observant les progrès rapides et réguliers. Elle ressent un profond soulagement, mais aussi une certaine appréhension. Elle ne peut s'empêcher de penser aux paroles du vieil homme et à sa prédiction, la vérité éclatera, mais elle sera douloureuse. Ces mots résonnent dans son esprit alors qu'elle tente de profiter de cette accalmie. Un matin, alors que le soleil se lève doucement sur le village, un événement spectaculaire se produit. Idema est chez sa mère, en train de partager un petit déjeuner simple mais chaleureux, lorsqu'elle entend des cris provenant de l'extérieur. Intriguée, elle et sa mère se précipitent dehors pour voir ce qui se passe. Là, elle découvre une scène étrange et troublante, sa tante et son oncle, deux figures respectées mais souvent distantes de la famille, sont à genoux devant leur maison, rampant et tremblant de manière incontrôlable. Les villageois commencent à s'attrouper autour de la scène, murmurant entre eux, certains choqués, d'autres fascinés. La tante d'Idema, la voix brisée par l'émotion et la honte, commence à parler. C'est nous qui avons causé tout cela, avoue-t-elle en sanglotant. Nous ne pouvions pas supporter l'idée que cette maison soit construite, que Neya et Idema réussissent là où nous avons échoué. Alors nous avons fait appel à des forces sombres. Ces paroles provoquent un silence glacé parmi la foule. Idema reste figée, incrédule. Elle regarde ces deux personnes, qui faisaient partie de sa famille, avouer publiquement avoir été les architectes de ses souffrances. Son oncle, d'habitude si fier, baisse la tête, incapable de soutenir le regard des villageois. Il murmure, presque inaudiblement, nous pensions que cela ne causerait qu'un retard,
que cela ne ferait que vous dissuader de continuer. Nous ne savions pas que cela irait si loin. Idema sent les larmes monter. Elle se tourne vers sa mère, qui, déjà en pleurs, la prend dans ses bras. Les deux femmes s'enlacent, partageant un moment de soulagement mais aussi de profonde tristesse. La vérité, bien qu'éclatante, laisse derrière elle une douleur cuisante. L'idée que des membres de leur propre famille aient pu agir ainsi est difficile à accepter. La foule, quant à elle, commence à réagir. Les murmures se transforment en cris de colère. Certains villageois s'approchent de la tante et de l'oncle, les accusant de trahison et de cruauté. D'autres tentent de calmer la situation, rappelant que la justice du chef du village doit prévaloir. Finalement, sous la pression de la foule, les deux coupables sont conduits chez le chef pour répondre de leurs actes. Idema et sa mère, bien que blessées, choisissent de ne pas intervenir. Elles savent que le chef saura prendre une décision équitable. Dans les jours qui suivent, l'incident devient le sujet principal de discussion dans tout le village. Beaucoup expriment leur soutien à Idema et à sa mère, louant leur courage et leur persévérance face à tant d'adversités. D'autres, cependant, murmurent encore sur les pratiques mystiques et les conséquences des rituels effectués. Idema, pour sa part, choisit de se concentrer sur l'essentiel, le chantier progresse à un rythme étonnant, et la maison qu'elle a rêvée pour sa mère est enfin sur le point de devenir une réalité. Cette épreuve, bien que difficile, renforce les liens entre Idema et sa mère. Elles passent plus de temps ensemble, partageant des moments de complicité et de réflexion. Idema commence à voir les choses sous un nouvel angle. Elle réalise que, bien que sceptique à l'égard des croyances traditionnelles, elle ne peut nier l'impact que ces pratiques ont eu sur sa vie. Elle se surprend à penser à l'occultiste avec gratitude, reconnaissante pour l'aide qu'il lui a apportée.